Bien que proposée devant d'autres auditeurs, cette conférence a sa juste place, vous en conviendrez, dans la série La route de la soie. D'abord, qui est Marco Polo ? Constitué de marchands et de voyageurs, sa famille écrit déjà son destin. Marco poursuivra ainsi les missions de ses parents. Les liens avec l'empereur Kubilai Khan sont tissés avant l'entrée en lice du jeune Marco et la mission auprès des papes est déjà entamée. La carrière de Marco Polo peut commencer. Menons au bout sa biographie, sa bibliographie. Nous reviendrons ensuite sur sa longue absence. Sa vie à Venise est alors très mal connue. Et il finit sa vie presque anonyme. Mais très très loin de Venise règne l'empereur Kubilai Khan. C'est là que le conduira son long voyage. Son grand-père, Gengis Khan, était certes un guerrier farouche, mais aussi un grand civilisateur. Arrêtons-nous un instant, si vous le voulez bien, sur la diversité linguistique de cette cour où va vivre maintenant Marco Polo. Car le voilà au service de l'empereur. Neuf missions au total. Imaginons la caravane qu'il dirigeait dans ses déplacements. Une caravane faite de gardes, de diplomates, de commerçants pour le compte de l'empereur. Où nous découvrons à la fois la confiance que lui témoigne l'empereur et l'aisance avec laquelle il passe tous les obstacles.
Une légende que n'illustre qu'imparfaitement cette image, mais qui rappelle le retour d'Ulysse dans son palais d'Ithaque. Toutes les questions que posent les réels services de la famille à la cour impériale, essayons du moins de démêler un écheveau. Rôle d'agent secret, de jeune éminence grise, nous pouvons nous perdre en conjectures. En tout cas, c'est le récit de Marco Polo qui fait sa réputation en Occident. Petite analyse littéraire d'abord. La ville de Troyes, donc, avec ses foires de champagne, joue son rôle ici. Comme une traînée de poudre littéraire. Enfin, que contient ce livre ? Plusieurs versions sont illustrées. Laissons-nous un instant griser par l'énormité des distances et le caractère un peu mythique des expériences géographiques. C'est aussi une représentation de l'envergure de cet empire, le plus vaste de tous les temps. Le récit de Marco Polo n'oublie pas les 1000 anecdotes de ses expériences, ce qui va ravir, vous vous en doutez, les lecteurs. Le tout avec une insatiable curiosité. Enfin, une quatrième partie plus approximative, écrite loin de ses sources. Il est juste en tout cas de se poser la question
de l'originalité de ce livre de Marco Polo. Une question demeure essentielle: à qui est adressé ce récit de Marco Polo? On en juge par l'universalité de son succès. Un succès qui alimente encore aujourd'hui notre imaginaire. Marco Polo a d'abord rendu de grands services aux cartographes. Après lui, on ne menait aucune expédition sans lire son livre d'abord. Ce qui n'empêche pas des doutes sur l'authenticité de certaines de ses descriptions. Mais Marco Polo n'a pas l'esprit d'un historien moderne. Son souci est surtout de surprendre, d'étonner son lecteur. Des excès, oui, mais beaucoup de vérité. Le plus étonnant est peut-être ce qu'il oublie de dire. Ce qui est sûr, c'est la somme des renseignements qu'y trouvent les historiens contemporains. Et enfin, quel ton plaisant! Aucun historien ne peut se passer de lire ce livre. Les grands voyageurs du XIXe siècle épluchent son livre. Les critiques littéraires affirment qu'il est incontournable. Les historiens en font leur livre de chevet. Le seul observateur de son temps à regarder, décrire des détails de la vie courante. Au cas, enfin, où vous voudriez aller voir par vous-même, sans les milliers de kilomètres, sans les risques qui y sont liés. Marco Polo est, à coup sûr, un écrivain attachant, mais il se fait remarquer surtout par son esprit ouvert, avec un goût surprenant pour ce qui lui est tout à fait étranger. Sur une musique de Beethoven, premier mouvement du quatuor numéro 8.